de suite. Alors, donc, je vais vous présenter ma conférence sur les dialogueurs financiers. Vous allez remarquer que je ne parle pas de robots financiers. Le vrai terme français devrait être dialogueur. Alors, c'est une de mes petites manies d'essayer de franciser le vocabulaire dans ce monde-là. Aucune partie de la conférence, c'est là-dessus qu'il faut... Aucune partie de la conférence n'a été rédigée par robot, soit Chat, soit Claude, soit Siri, soit Alexa, Bing ou Bernie, qui sont les dialogueurs qu'on peut retrouver sur Internet facilement. L'autre déclaration que j'ai à faire, je ne suis pas juriste non plus, alors ce qui fait figure d'exception aujourd'hui. Alors, on va faire 5 thèmes pour bien identifier les éléments principaux. Et j'ai toujours mes petites notes. Alors, je me suis dit, tiens, au lieu de commencer par le début de la conférence, je vais commencer par la fin. Alors, je vais vous donner mes conclusions tout de suite. Comme ça, on aura le temps d'une plus grande période de questions. Donc, je blague, c'est pour identifier les 5 thèmes dont on va parler, puisque j'ai dû me réduire à parler de 5 thèmes. Donc, on va parler de l'explicabilité de ce que le conseiller pourra faire. Donc, ce qui va changer les notions de responsabilité et ce qui va changer les notions de transparence. On va parler de normes philosophiques. Je vous retourne dans le passé, cégep au niveau philo 101. Alors, on va voir ça rapidement. Le code de morale, si vous en rappelez, je ne suis pas certain que tout le monde se rappelle de son code de morale. Les clients sont irrationnels. Ça, on ne le dit pas assez souvent. Bien là, on va le dire aujourd'hui. Donc, on va voir comment on doit composer avec ça, ou comment le robot ou le dialogueur va composer avec ça. On va parler de nos intervenants, nos 100 000 détenteurs de permis au Québec. Alors, c'est eux autres qui vont utiliser des robots. Et actuellement, je ne suis pas sûr qu'ils soient en mesure d'utiliser les robots. On va y revenir tantôt. Et finalement, je vais parler au régulateur, naturellement, mais j'ai promis d'être gentil pour le régulateur. Alors, donc, c'est dans ce contexte-là qu'on s'en va. Alors, ben, je vais fermer mon écran. Ça va être plus simple. Comme ça? OK, parfait. Alors, si je me trompe, j'aurai une excuse à ce moment-là. Alors, donc, il faut faire une petite mise en contexte rapide. On ne se rend pas compte des vitesses de fonctionnement de ces dialogueurs-là. Alors, ça fonctionne un petit peu. J'ai fait appel à un de mes amis, le capitaine Haddock, que vous pouvez voir ici, alors qui dit 1000 millions de 1000 sabbats, ensuite qui dit 1000 milliards de 1000 sabbats, et ensuite qui dit 1000 millions de 1000 milliards de 1000 sabbats. Bien, si on faisait ça en puissance de 10, ça nous donnerait 10 à la puissance 12, 10 à la puissance 15, 10 à la puissance 24. C'est le nombre de transactions que ChatGPT fait. C'est de pétaflops. Il fait 4 pétaflops à la seconde. Alors, d'ailleurs, ça me surprend toujours qu'on parle de flop. Et ici, c'est un succès, alors que dans la vie avant, c'était un échec. Mais enfin, ça, c'était un autre problème. Si j'avais voulu faire les transactions de la première seconde, je dis bien de la première seconde de ChatGPT, j'aurais dû engager cette personne-là, ici. Alors, il y a 50 000 ans, l'Homo florensis aurait pris 50 000 ans, avec des heures de travail normales, à faire les transactions qui seraient des algorithmes consécutifs pour réaliser les mêmes calculs que ChatGPT. C'est ça la vitesse de fonctionnement des dialogueurs financiers. Ça veut dire, et ça, ce sont des algorithmes simples. C'est-à-dire, représente-vous un arbre de décision et c'est ça que ça donne. Maintenant, l'intelligence artificielle, ça va 2 pas plus loin. C'est-à-dire que ce n'est pas des éléments consécutifs, ce sont des éléments, des algorithmes que le système invente lui-même. Il change ses paramètres à tout bout de champ. Ce qui fait que c'est totalement impossible de savoir d'où il a tiré ses conclusions. Vous voyez déjà le problème au niveau de la responsabilité et de la transparence. Un exemple de complexité, donc vous aurez les explications dans le document support. Il s'agit ici de la crise des prêts non documentés. Si je vous dis ça, ça ne vous dit rien. Subprime, ça va vous dire quelque chose. OK. Alors, donc, on continue notre cours de français, les prêts non documentés. C'est un tableau qui a été présenté au Sénat américain. Alors, ça explique globalement, et vous pourrez retrouver les 3 pages d'explication dans le document de support. Mais on se retrouve dans un dilemme aujourd'hui avec les robots ou avec les dialogueurs, il n'y aura plus de transparence possible. Or, c'est une des règles de notre code de déontologie. Donc, ça va être de l'explicabilité.
Et l'exemple que je donne ici, qui est tiré d'un livre d'Aurélie Jean, qui nous dit qu'IBM travaille là-dessus avec ce qu'on appelle ici la méthode, un instant, TED, qui va demander au dialogueur d'expliquer de temps à autre pourquoi il est rendu là. Donc, on va livrer une solution et les explications pourquoi on est rendu à la solution. Ça va être ça, la future notion d'explicabilité, qui va bouleverser, qui devrait bouleverser les règles au niveau des codes de déontologie. Ici, c'est la notion de responsabilité. J'ai tiré cette définition-là d'un livre, d'un rapport de l'Autorité des marchés financiers. Mais juste pour mettre en exergue un élément. Si vous notez là-dedans, on dit qu'il faut regarder la responsabilité de l'intervenant et de l'institution financière. Moi, je travaille en gestion patrimoniale depuis quelques années, puis je n'ai jamais décidé pour un client. On ne décide pas pour le client, c'est le client qui décide. La responsabilité d'un intervenant, c'est de bien informer puis de bien guider. Alors, ça va avoir tout un impact qui est très différent, c'est-à-dire que c'est un impact de conseil qu'on devrait avoir. On va parler de moralité. Dans une ville comme Québec, il faut absolument parler de la moralité. Alors, comme vous êtes déjà tout au courant, on fait une différence entre la morale et l'éthique. Quand moi, je donne des cours à des intervenants financiers, c'est un petit peu mélangé. Bon, ici, tout le monde sait que tout le monde est moral, a sa propre moralité. En entendant les hommes politiques, des fois, on voit que c'est un petit peu différent de personne en personne. Mais quand on parle d'éthique, je parle d'un code d'éthique, de règles précises, d'un code de conduite. Donc, quand je parle de robot dialogueur, c'est nécessairement en fonction de l'éthique. Alors, qu'est-ce que ça nous donne du point de vue éthique? Bien, ça me donne 3 écoles de pensée. Le cours de philo 101 que je vous promettais tantôt. Alors, ça peut être le déontologisme, le conséquentialisme ou l'utilitarisme ou l'éthique de la vertu. Le problème, c'est que les gens vont voir ça comme il faut un des 3 philosophies dans un dialogueur. Les 3 philosophies doivent être présentes. Puis je vais vous le prouver dans 2 minutes. Donc, déontologisme, c'est ce qu'on pense normalement, notre code de déontologie. Le conséquentialisme, est-ce qu'il y a une conséquence pour la personne? Et l'éthique de la vertu, moi, est-ce que je pense que c'est bon pour vous, clients? Alors, on va faire l'exercice. J'ai pris le cas de Sophie, qui est peut-être présente dans la salle, je ne sais pas, qui travaille au ministère de la Justice, qui est une jeune avocate, qui pense à prendre sa retraite à 61 ans avec le régime de retraite. Et là-dessus, je ne veux pas me marquer des négociations non plus qui ont lieu à l'heure actuelle. Alors, donc, sa rente va être indexée à terre, moins 3 pour ceux qui s'intéressent à leur retraite, ce qui est catastrophique d'un point de vue planification. C'est pour ça que le planificateur devrait conseiller à Sophie d'investir de l'argent pour sa retraite. Et non seulement ça, mais elle n'avait pas de risque. Alors, qu'est-ce que je fais avec mes 3 philosophies? Si j'avais un dialogueur qui fonctionne en déontologisme, je dirais, c'est simple, Sophie n'avait pas de risque. Donc, je lui recommande des CPG. C'est en fonction de ce qu'on aura comme profil d'investisseur. Et remarquez, quand on lit ce qui est écrit au point de l'OCRI ou de l'OCR-CVM, il faut interpréter maintenant le profil d'investisseur. Le conséquentialisme, c'est dire, écoutez, madame, ça n'a pas d'allure de ne pas investir, ça n'a pas d'allure de ne pas prendre de risques à votre âge. Alors, on va conseiller, on va nudger. Et j'utilise le terme nudging parce qu'on va y revenir avec M. Thaler, qui est un des grands bons au niveau d'économie comportementale. L'éthique de la vertu, on dit ça n'a pas d'allure. Ah non, la Régie des rentes du Québec recommande pour les RVER, pour les gens qui ne prennent pas de décision, qui ne remplacent pas de profil d'investisseur, d'investir selon les normes de Modigliani. Bon, faites-vous-en pas, ce n'est pas le peintre, c'est l'économiste dans ce cas-là. Et c'est la notion des cycles de vie. Donc, je pourrais avoir 3 recommandations du même dialogueur qui devrait prendre toutes ces versions-là pour les proposer aux conseillers. Maintenant, on va arriver au nudge, si vous permettez. Donc, c'est la couverture du livre de M. Richard Thaler, qui est le dernier prix Nobel en économie comportementale, et qui nous dit qu'il faut conseiller
le client. Il me semble que j'ai vu dans certains documents qu'il ne fallait pas conseiller trop le client, il ne fallait pas faire de nudging. Puis ça, c'est une autre histoire. Donc, dans un des documents de l'AMF, où on disait qu'il fallait restreindre le nudging, bien là, dans notre code de déontologie, j'ai pris celui de la CSF, parce que c'est le mien, parce que je suis planificateur financier, et on dit qu'il faut conseiller le client et lui donner toutes les informations. C'est donc une obligation déontologique de donner des conseils aux clients. Elle va être renforcée par les dialogueurs financiers. Un pas plus loin, oui, ça ne marche pas. Oui, OK. Donc, ça remet en cause le jugement professionnel. Alors là, je me suis amusé, comme éthicien, à donner une définition de ce que c'est le jugement professionnel. Au sens psychologique et moral, je vais vous l'expliquer après, je le traduis à la fin. Au sens psychologique et moral, le jugement professionnel est l'aptitude à discerner, à concerner, à évaluer, à départager le bien du mal, l'utile de l'inutile ou encore l'important de l'accessoire. Il est a priori basé sur une solide compétence. Bien oui, on donne des permis, c'est pas pour rien, c'est là la compétence. C'est un élément qui devrait s'utiliser au sens de la neutralité axiologique. Là, vos cours de philo sont plus loin. Hein, là, okay. On va y revenir. En traitant de la neutralité des valeurs au sens philosophique. En français, ce que ça veut dire, il faut baser ses jugements sur des faits, et même si c'est un jugement qui est basé sur la valeur a priori, je devrais l'objectiver avec des faits. C'est ça la neutralité axiologique. C'est un beau grand mot, mais pour dire que je dois absolument conseiller mon client dans la mesure du possible avec tous les éléments qui pourraient venir de ma capacité professionnelle. Compétence des clients. C'est un passage relativement simple à faire. Vous avez tous entendu parler de la numérétie et de la littératie. On vous rabat les oreilles avec ça depuis 15 ans. Alors, donc, ça veut dire ça. Ça veut dire que 45% des Québécois ne peuvent pas comprendre ce que les conseillers financiers disent. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire que moi, je suis conseiller, je sais que 45% de mes clients vont comprendre ce que je dis, 55% ne comprendront pas. Oups, une minute, ma déontologie me dit que je dois savoir, je dois m'arranger pour qu'ils comprennent. Premier problème. Puis il y a la numérétie, donc c'est le truc des calculs, c'est des règles de 3. Personne ne sait faire ça. D'ailleurs, je faisais un exercice ici, je ne suis pas certain qu'on aurait la majorité qui réussirait à faire ça, même si vous êtes tous des universitaires. Il y a 30% des universitaires qui ne savent pas faire des règles de 3 au niveau de la numérétie. Alors, j'ai l'impression que dans des facultés comme le droit, c'est peut-être plus, je ne sais pas. Alors, mais là, on s'est dit que c'était limité, ça. C'est l'OCDE qui a inventé ces principes-là de littératie, de numérétie. Et ils se sont dit, il y a 10 ans, non, ça n'a pas d'allure de baser ça juste sur les connaissances. C'est la première colonne ici. Et dans la nouvelle approche de l'OCDE, c'est 1/3 la note. Mais ils ont dit, le comportement est plus important encore. Bien, ça, c'est votre comportement. Est-ce que vous payez vos comptes à temps? Est-ce que vous faites des dépenses que vous ne pourrez pas assumer? Est-ce que vous, je ne sais pas, vous magasinez en ligne et vous achetez toutes sortes d'affaires parce que c'est pas cher ou le paiement est différé? Bien, la base de la richesse, la base de la construction patrimoniale, ce que l'OCDE nous dit, c'est vos comportements face à votre patrimoine, face aux dépenses. Le dernier élément, ce sont vos attitudes. Est-ce que vous aimez mieux sortir en fin de semaine prochaine ou mettre de l'argent dans votre REER? Si on pose la question bêtement comme ça, je suis à peu près certain de la réponse. Mais si je vous pose la question le 29 février prochain, date limite pour contribuer à votre REER, il ne faut pas oublier que c'est l'année bissextile, donc c'est le 29 février que ça se termine. Est-ce que vous allez encore me dire la même chose? Est-ce que vous allez contribuer à votre REER? Ou vous payez un petit voyage dans le sud parce que vous allez être écœuré de la dernière tempête où il y a eu 40 cm de neige. Ça, c'est l'attitude. Le client, non seulement il y a des attitudes comme ça, mais il y a des biais. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais le client, vous avez à peu près une trentaine de biais quand vous investissez. Les gens de la finance comportementale se sont amusés à les décrire et je vous invite à les lire si vous avez le temps.
Mais ce que ça a fait comme découverte, c'est que les meilleurs dans le monde au niveau de la compétence financière sont les Français. Moi, tombé en bas de ma chaise, pas que j'ai des préjugés contre les Français, mais c'est les plus compétents au monde, selon l'étude de l'OCDE. Ça va sur le prix. Et regardez ce qui fait leur force, c'est qu'ils sont les premiers au niveau des connaissances, des comportements. Alors qu'au Canada, on n'est pas si pire, on est quatrième. Mais il reste que cette façon d'approcher-là de l'OCDE nous donne une nouvelle perspective. Donc, ce n'est pas juste de la connaissance, mais c'est surtout de la compétence et surtout des attitudes que vous développerez. Donc, c'est important de comprendre ça parce que le robot, lui, il n'a pas d'attitude. Alors, il va donner des réponses fermes. Ça m'amène comme dernier grand point, avant d'arriver à ma vraie conclusion. Vous allez deviner que ma conclusion va arriver à la fin comme pour tout le monde. J'ai regardé les compétences des gens qui pratiquent les métiers financiers. Je vous ai dit tantôt qu'on était 100 000 au Québec qui détiennent des permis. Ces gens-là ne sont pas tous des pédagogues. Et ils ne sont pas tous dans tous les domaines. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire quand on fait du conseil financier? Je me suis amusé à reproduire les 15 devoirs qu'on pourrait retrouver pour un planificateur financier. Vous voyez dans la première partie les éléments légaux dont on a parlé aujourd'hui toute la journée et ce qui nous a fait déprimer en partie aussi toute la journée. Il y a aussi les éléments sociaux. On n'a pas parlé des bénéfices qui pourraient au niveau social, au niveau des financiers, au niveau fiscal. Et finalement, ce que vous voyez plus enfoncé, les 6 grands domaines du planificateur financier. Selon le seul article du Code de déontologie des planificateurs, pourtant, on a un seul article, c'est que quand on rencontre un client, il faut discuter de ces domaines-là. Un seul article pour des professionnels qui s'occupent de planification financière. C'est peut-être être en culotte courte face aux dialogueurs financiers. Mais ça sera une discussion qu'on pourra faire peut-être l'an prochain. On a regardé si c'est effectivement les professions sont aux bonnes places. Alors, j'ai pris les bilans des ménages en France, au Québec, et si vous regardez les domaines, vous allez voir, bon, naturellement, tout ce qui s'appelle immobilier qui est bien couvert, tout ce qui s'appelle sécurité ou assurance qui est bien couvert, mais il y a un petit domaine en bas qui est à peu près totalement oublié, le crédit. Dans notre société québécoise, on n'a pas beaucoup d'appétence pour le crédit. On vit à crédit, mais il n'y a pas beaucoup de règles là-dedans. Bien, une chance, il y a le projet de loi 30 que vous connaissez tous, qui va modifier enfin la relation qu'entre un concessionnaire automobile et vous. Donc, le gouvernement, après avoir fait, je pense, 8 rapports sur comme quoi c'était effarant ce qui se faisait des concessionnaires automobiles, bien là, on va le modifier. Ça va peut-être créer d'autres problèmes, mais au moins, on sait qu'il y avait des problèmes immenses qui ont été notés par l'autorité. Donc, on va commencer à introduire des notions de professionnalisme dans le domaine du crédit. Il y a des compétences transversales qui vont s'établir. Ça, c'est la taxonomie de Bloom qui donne les compétences, les savoir-faire, les savoir-être, les savoirs de base. Les savoirs de base, tous les professionnels de la finance vont devoir un petit peu progresser en informatique. Bien, on l'a vu depuis la pandémie, malheureusement, c'est qu'on a un tas de conseillers qui n'étaient pas capables de faire des cours sur Internet. Tu sais, j'ai vu des conseillers cliquer pendant 10 minutes sur le mail au lieu de cliquer d'aller sur le site pour cliquer. Et cliquer sur le mail, ils disent ça ne marche pas. Bien ça, ils sont disparus au cours des 2 premières années. Ils n'ont pas pu renouveler leur licence. Nous autres, on estime qu'il y a à peu près 1000 personnes qui ont perdu leur licence comme ça, qui étaient incapables de suivre la parade. 1000 sur 100 000, c'est quand même pas si pire, là. Alors, donc, on a ces gens-là qui devront développer ces connaissances de base-là, ces compétences-là. Mais là où l'enjeu va être, c'est qu'ils vont devoir développer d'autres éléments, comme on l'a noté ici. Donc, il va falloir qu'il y ait des compétences qui se transfèrent d'un pôle à l'autre. Ah oui, parce qu'il y a une autre chose des dialogueurs financiers. Ils ne sont pas au courant qu'ils ont un permis. Donc, un bon dialogueur financier devrait être capable
de façon holistique, de façon globale, de déterminer la position financière, la position patrimoniale d'un client. Il va le faire naturellement. Il y a une firme que je ne nommerai pas, mais qui a lancé un logiciel là-dessus il y a 3 ou 4 ans. Et quand j'ai demandé au vice-président qui avait lancé ça, pourquoi vous avez lancé ça? On dit, on est sûr que les clients ne comprendront pas, donc ils vont nous appeler. Alors, je ne nommerai pas la firme qui n'est pas présente ici, qui ne subventionne pas le colloque, sinon je ne la mentionnerai pas. Alors, donc, on devra développer des compétences transversales. Mais là, j'ai un autre problème avec ça. Si on développe des compétences transversales, j'ai la Chambre de la sécurité financière, j'ai l'Autorité des marchés financiers, j'ai la Chambre d'assurance dommages, j'ai l'OACIQ, j'ai 7 régulateurs qui couvrent le Québec. Compétences transversales, ça veut dire qu'on devrait avoir un cours qui est commun à tous ces gens-là. Le cours le plus commun et qui se donne le moins, ben, c'est celui de dirigeant responsable dans un cabinet. Ça ne se donne pas. Ben oui, l'AMF l'a obligé pour les gens en hypothèque. Mais dans les autres domaines, la CHAD, l'assurance de dommages, l'assurance vie, personne n'en parle. C'est un rôle officiel. On ne pourrait pas avoir une autorité qui monte des dents et qui dit on devrait avoir un cours unique pour tout le monde. Ça va être une de mes conclusions et un de mes messages à l'autorité. Alors, le régulateur, il n'est pas resté sans rien faire. Ça, c'est le rapport qui a sorti il y a 2 ans déjà, 2 ans et demi, mais il est déjà dépassé, c'est sûr. Écoutez, j'ai écrit un livre sur les robots financiers l'an dernier, il y a 18 mois qui a été publié. Je le recommanderais à personne, mon éditeur n'est pas dans ça. C'est dépassé déjà. On est rendu dans un autre monde. Alors, quand on parle que ça évolue vite, c'est vrai que ça évolue vite. Rappelez-vous, il y a 1 an et demi, ChatGPT n'existait pas. Là, tout le monde est tombé en bas de sa chaise. Attendez de voir le ChatGPT 4, puis ce qu'on va faire. Selon les informaticiens qui manipulent des métadonnées, d'ailleurs, ça devrait être un élément qui motive CANAF à ouvrir ses bases de données pour construire ce fameux réseau de métadonnées-là qui va vous permettre d'agir. Alors, donc, ces métadonnées-là, j'ai perdu mon idée, donc CANAF pourrait les développer, ça arrive des fois comme ça. Le régulateur a fait un effort là-dessus. C'est un effort qui devrait être renouvelé. Puis je voulais mettre juste ce qui était très important. Oui, la vie privée, bien entendu, tous ces domaines-là sont des domaines hyper importants. Mais ce sont les détenteurs de permis qui devront se mettre à date là-dedans. Là, on n'est plus à 10 heures de formation par année, là. Il faut se mettre à date dans tous ces domaines-là. Et il faut surtout se mettre à date, vous permettrez de prêcher pour ma cour, sur le dernier, sur l'explicabilité. C'est le principal enjeu qu'il va y avoir pour les conseillers financiers du futur. Puis le futur, là, c'est pas un futur loin. Le futur, disons, un 6 à 8 mois. Les dialogueurs sont là. Ils ne sont pas encore complets, ils ne sont pas encore efficients, mais ça arrive. Donc, ma vraie conclusion cette fois-là, j'en ai 6, et c'est l'explicabilité. C'est ça qui change avec les dialogueurs financiers. On n'est plus capable d'expliquer aux clients pourquoi on arrive là. C'est le robot, c'est le dialogueur qui va le déterminer avec de l'intelligence artificielle. Donc, espérons qu'on va obliger les entreprises à avoir le fameux TED dont je parlais tantôt d'IBM. Mais le représentant, il ne pourra plus s'approprier des résultats. Moi, quand je conseillais un client, il y a quelques années, je pouvais dire au client, voici, puis je peux expliquer de A à Z quoi faire. Là, avec le robot, je ne pourrais pas faire ça. Avec le dialogueur, je ne pourrais plus faire ça. On devrait favoriser le jugement. Partout, on dit non, c'est la déontologie qui compte. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait une réouverture sur le jugement du conseiller. Les frontières entre les permis, c'est des vieilles affaires. Rappelez-vous des 4 piliers financiers. Y en a-tu qui sont assez vieux pour ça ici, dans la salle? Les 4 piliers financiers, ils ont tous disparu. Je prédis que les frontières entre les permis vont s'atténuer dans les prochaines années, nécessairement parce qu'on va avoir des dialogueurs extrêmement puissants. Et pour parler à un client, il faudra avoir plus d'idées sur plus de sujets. Les clients sont des personnes irrationnelles. Ça, je ne sais pas comment les dialogueurs vont réussir à faire ça.
Mais il ne faut pas oublier que le client, c'est lui qui décide à la fin. Oui, on a une responsabilité, jugement biche morin d'utile établi clairement, mais il y a aussi le fait que quand je parle à un client, c'est comme un gourou qui parle. C'est d'ailleurs ce que le juge Biche disait dans son jugement. Donc, je suis un gourou. Mais là, si mon gourou, c'est le dialogueur, puis je ne comprends pas ce qu'il dit, là, on est en culotte courte. Et le client va toujours décider ce qu'il veut. La technique, on n'est pas ici pour faire un cours de conformité pour les métiers financiers. Je devrais répondre par ce qu'on appelle la convenance. Donc, faire un rapport sur pourquoi le client ne veut pas ma solution, puisque c'est moi qui est l'expert. Mais là, ça va être parce que le robot est l'expert ou le dialogueur est l'expert. Et l'expert, pardon. Le représentant doit développer son cursus personnel, pas par silo. On doit tranquillement s'en aller vers des cours où on voit l'ensemble des solutions. Il y a des exceptions dans notre loi québécoise. Je n'en parlerai pas parce que je vais me fâcher. Mais il y a un groupe qui peut offrir de l'assurance vie à la condition de ne pas parler des autres assurances vie du client. C'est dans la loi québécoise. Alors, donc, je vais être obligé de conclure parce qu'on m'a dit qu'il faut que je conclue. Dernière chose, les autorités, je pense, ne devront pas réguler les algorithmes, mais plutôt imposer l'explicabilité des solutions des dialogueurs financiers. Alors, c'est tout le temps que j'avais. Je vous remercie. Bonne fin d'après-midi.